Bonjour à tous, bienvenue dans les conversations de l'art. Aujourd'hui, nous allons parler de patrimoine, de musées et particulièrement des actions menées par le Musée national du Mali dans la valorisation des arts plastiques. Découvrez mon invité du jour maintenant. L'invité de ce numéro a un doctorat obtenu à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense en France. Titulaire d'un Master of Art spécialisé en histoire et archéologie à l'Université d'État de Leningrad en Russie. Il a participé, entre autres, de 1995 à 1996 au programme de recherche archéologique Southwestern Gurma Project avec University College of London. De 1998 à 2002, il participe au programme de recherche archéologique à Dia, dans le delta intérieur du Niger, au Mali, avec le musée d'ethnologie de Leiden, aux Pays-Bas. En 2005, il est membre de l'équipe de recherche sur les sites culturels menacés dans la zone périurbaine du district de Bamako, rive droite du fleuve Niger, en commune 5, 6 et la commune de Kalabankoro, au compte de l'Institut des sciences humaines. En mai 2014, il participe aux fouilles archéologiques des mausolées Sidi Mohamed El Miki, Alpha Moya, Cheikh Sidi El Mokhtar El Kunta et Cheikh Mahaman Tambaba Tamba à Tombouctou, au compte de l'UNESCO. En janvier et mars 2018, il est responsable scientifique des recherches archéologiques du projet Maraka Congo. Il a à son actif plusieurs publications telles que Terrorisme et régression des activités et services touristiques au Mali, paru dans les revues des lettres, langues et sciences de l'homme et de la société, en collaboration avec M. Moussa Martin Tessouké en 2019. La Banque culturelle de Dimbal au Mali, un exemple de gestion locale du patrimoine en collaboration avec Mme Anne Mayor, paru dans les éditions Mémoires africaines en péril. The National Museum of Mali, from 1960 to now, protecting and promoting the national cultural heritage avec Arnoldi Marie-Joy et M. Samuel Sidibé, paru en 2021 dans les éditions Abango. Il a participé également à plusieurs colloques et ateliers sur l'archéologie au Mali, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Vous l'aurez compris, si je dois tout citer, nous n'allons pas quitter ici aujourd'hui. Notre invité du jour est depuis janvier 2019 le directeur général du Musée national du Mali. J'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir, dans le 4e numéro des Conversations de l'art, M. Daouda Keïta. Bonsoir, M. Keïta. Bonsoir. Bienvenue dans les Conversations de l'art. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous recevoir avec nous. Merci beaucoup, c'est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ce riche parcours, déjà, félicitations pour tout ça. Ben, qu'est-ce que je n'ai pas touché? Bon, vous avez touché un peu à tout, sauf mes investigations, mes recherches dans le cadre du patrimoine. Je trouve que ça c'est très important. Et le patrimoine aujourd'hui est ce qui nous lie. Je suis là aujourd'hui, je crois, c'est pour parler du patrimoine. Et j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine parce que au cours de mes recherches, j'ai vu comment le patrimoine était bafouillé, j'ai vu comment le patrimoine n'intéressait pas les gens. Donc il a fallu imaginer des scénarios, de faire en sorte que le patrimoine devienne quelque chose d'intéressant, quelque chose qui peut être utile pour la communauté. Et nous avons même trouvé un mot que nous avons appelé la rentabilisation du patrimoine culturel. Donc, faire en sorte que les communautés se saisissent de leur patrimoine et qu'ils essaient d'en tirer profit, tout en conservant le patrimoine sur place. Ça, c'est des actions que nous avons eu à faire, et en cela, c'est d'où l'idée des banques culturelles qui sont nées à partir de ces recherches-là sur le patrimoine. Un autre volet très important pour moi, c'est ma participation au projet archéologique au Pays de Gon, que nous avons appelé peuplement et environnement au Pays de Gon, qui nous a permis de faire des recherches de 1993 jusqu'à l'éclatement de la rébellion.
Et ces recherches sont importantes en cela parce qu'elles ont permis de montrer que le pays de Gabon constitue l'un des foyers de peuplement les plus anciens au Mali. Donc, on trouve des sites du paléolithique, on trouve des sites néolithiques, on trouve des sites proto-historiques, on trouve des sites historiques. Donc, tout cela dans une couche épaisse anthropique de 15 mètres qui nous permet aujourd'hui de montrer l'environnement du pays de Gabon depuis le paléolithique jusqu'à nos jours et la succession des différentes communautés sur ces sites. Donc ça, c'est aussi très important que je voulais souligner. Merci beaucoup pour ces ajouts et je trouve tout ça très très passionnant. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous poser des questions très simples parce que les internautes et moi, on se pose la question, qu'est-ce que vous faites au Musée national? Qu'est-ce que nous faisons au Musée national? Au musée, nous faisons la collecte, la conservation et la diffusion du patrimoine culturel malien. Patrimoine culturel au sens large. Donc c'est un lieu où nous essayons d'entretenir le riche patrimoine que nous avons. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est peuplé de différentes communautés. Et chaque communauté a sa culture matérielle, chaque communauté a ses traditions. C'est ce qu'au musée nous essayons de collecter pour faciliter le dialogue entre l'homme et son patrimoine, l'homme et sa culture. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus d'une chose, que la culture peut être un vecteur de développement, que la culture doit être un socle sur lequel on doit s'apaisantir pour essayer de tracer notre devenir. Et c'est très important parce qu'un peuple qui n'a pas de culture, un peuple qui ne s'appuie pas sur sa culture et un peuple qui ne fait pas référence à sa culture aura des difficultés à se développer. Donc voilà pourquoi au musée nous nous sommes donnés comme tâche de montrer ce riche patrimoine d'une manière pédagogique, de faciliter le dialogue entre l'homme et sa culture, de favoriser cette rencontre entre les différentes communautés, parce qu'on n'est pas sans savoir que le Mali est riche de sa diversité. Et cette diversité aussi a permis d'établir des contacts et des échanges entre ces différentes communautés. Et quelque part, on peut parler de métissage. Et ce métissage est très important. Donc au musée, notre objectif, c'est de montrer tout cela au public malien. Je tiens à le dire parce que nous pensons que ce musée est d'abord fait pour le Mali. Ce musée doit être visité majoritairement par les Maliens. Et si nous voulons que les Maliens s'approprient leur musée, qu'ils se sentent à l'aise dans leur musée. Et voilà pourquoi nous sommes en train encore de travailler, de faire en sorte que les gens viennent spontanément au musée, que les gens viennent voir leur patrimoine, viennent voir leur culture et qui nous aident non seulement à protéger ce patrimoine culturel, mais aussi à le sauvegarder. Je suis un jeune qui passe de l'école à peut-être à mon grain ou aux boîtes de nuit. Quel peut être l'intérêt pour un profil comme moi, que je viens de citer, de visiter le musée national? Un profil, la visite du musée peut vous permettre, comme je l'ai dit, de voir ce qui nous a été légué et de voir comment ça a été légué, de voir l'importance de cela pour nous, une nouvelle génération, les enseignements qu'on peut tirer, ce que nous pouvons tirer de ce riche patrimoine culturel pour notre propre épanouissement. Parce que ça, aujourd'hui, c'est très important. Comme je le dis, il faut toujours s'appesantir sur soi-même, sur son passé, sur sa tradition, sur sa culture, pour essayer de tracer son chemin. Autrement, à la rencontre des civilisations, qu'est-ce qu'on va apporter? Je ne suis pas contre le fait de vouloir ressembler à l'autre. Mais il faut d'abord soi-même, se connaître profondément, s'enraciner dans sa culture, dans son patrimoine. Et là, on va être fier d'être soi-même. Et nous n'avons pas honte et nous n'avons pas ce complexe vis-à-vis des autres. Ce qui malheureusement est le cas aujourd'hui, même si vous voyez la tradition vestimentaire. Alors sont les jeunes aujourd'hui qui acceptent de s'habiller à partir de nos tissus, qui sont pourtant adaptés aux conditions climatiques que nous avons. Et voilà, donc ça, c'est un exemple qui montre qu'on doit venir. Peut-être que nous aussi au musée, nous devons faire plus. Parce que nous sommes maintenant en train d'imaginer comment aller vers le public.
Parce que si les gens ne viennent pas vers nous, je crois que nous aussi, on doit essayer d'aller vers le public pour essayer de leur montrer qu'est-ce que c'est que le musée, pour essayer de montrer qu'est-ce que c'est que le patrimoine, pour essayer de montrer qu'est-ce que c'est que la culture. Et peut-être en cela, lorsque c'est ça, ça marchera, les gens viendront spontanément au musée. Et bon, aussi, le musée, c'est un espace vivant. On veut que le musée soit un espace vivant, un espace de dialogue, un espace d'écoute, un espace d'échange. Et qu'on ne vienne pas seulement pour voir les expositions parce qu'il y a des expositions, mais aussi pour venir, comme je l'ai dit, se ressourcer, pour venir dialoguer, pour venir échanger les idées. Ça aussi, c'est le musée. Et je pense que nous devons aller vers cela. Peut-être en cela, il faut que nous adaptions le discours à notre communauté, c'est ça, et essayer de trouver les moyens pour que le discours passe, pour que le message que nous voulons transmettre soit compréhensible et soit accepté par cette jeunesse-là. Ça aussi, c'est des choses peut-être qu'il faut faire. Alors, vous êtes à la bonne adresse parce que Agansi cible en fait une communauté qui est majoritairement sur le net, même si nous avons aussi des visiteurs à notre local. Et voilà, l'art africain devient digital avec Agansi. Et en passant votre message ici, vous pouvez avoir la certitude que vous vous adressez à un public qui ne vient pas toujours au musée, mais qui, à travers ces échanges-là, sauront ce que vous faites voilà, au musée. Et ça m'amène à ma troisième question qui va s'intéresser beaucoup plus aux arts plastiques. Est-ce qu'au Musée national, vous avez des politiques dédiées à la promotion des arts plastiques? Tout à fait, parce que dans nos collections, il y a aussi beaucoup de tableaux d'art contemporain. Comme je l'ai dit, le musée, c'est le patrimoine d'hier à aujourd'hui. Et ces tableaux d'art contemporain doivent aussi être vus, doivent être exposés pour qu'on puisse voir l'évolution de l'art, c'est de la préhistoire à la période actuelle. Et aussi, donc, fidèle à cette politique, donc, cette année, je crois qu'on a fait quelques tentatives d'exposer des jeunes artistes qui sont au Mali, et pour que le public puisse connaître leur travail, pour que le public puisse connaître leur cheminement, et pour que le public puisse voir leur message. Et tous ceux-ci sont des jeunes qui travaillent actuellement dans l'art contemporain avec des sujets divers. Donc, l'art contemporain occupe une place importante au musée. Et je pense que le musée aussi est l'endroit où on prête une oreille attentive à ces jeunes artistes. Et nous les soutenons, nous les accompagnons. L'exposition de leurs œuvres est une preuve de cette chose que nous souhaitons travailler avec eux pour leur éclosion. D'accord, si je comprends bien, les expositions qui se passent au musée ne concernent pas uniquement les collections que vous avez, mais aussi les jeunes artistes qui travaillent maintenant ont aussi leur place pour présenter leurs œuvres. Tout à fait. Si on se limitait aux collections, je pense qu'on n'aurait pas atteint l'objectif que nous visons. Parce qu'il faut aussi essayer de voir par et d'autre de tous les horizons. Parce que chaque œuvre ou chaque artiste peut intéresser certaines couches de la population. Donc notre objectif, comme je l'ai dit, c'est essayer d'avoir toute la communauté. Pour cela, on n'a pas le choix. Il faut que nous essayons aussi d'exposer les artistes qui travaillent maintenant et qui ont leur mot à dire. Et aussi, je crois qu'ils occupent une bonne place au musée. La salle d'exposition temporaire que nous avons est dédiée à cela. C'est organiser des expositions temporaires sur différents thèmes, de faire en sorte qu'il y ait cette diversité. Parce que comme je l'ai dit, nous avons besoin d'un musée vivant. Et un musée vivant ne se fait pas seulement avec les collections du musée, mais il faut glaner ailleurs pour trouver d'autres collections qui peuvent intéresser d'autres catégories de personnes et de faire en sorte que tout le monde trouve son compte au Musée national du Mali. Alors, nous avons suivi dernièrement dans les médias que vous avez reçu du gouvernement américain environ 900 objets archéologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Effectivement, on a reçu il n'y a pas longtemps 900 objets archéologiques saisis par la douane américaine. Ces objets, il faut le rappeler, sont issus du pillage de sites archéologiques. Ça a été saisi dans les années 2008 par la douane américaine et ça a été récemment remis aux autorités maliennes. Donc ces objets sont des objets d'une valeur inestimable
Et ces objets contiennent des informations qui pouvaient nous aider à reconstruire notre histoire. Ces objets vont des outils lithiques à la céramique de manière générale, aux objets en fer. Donc on a une diversité d'objets que nous avons désormais au Musée national. Et ces objets vont être documentés, inventoriés. Et après cela, donc, on va procéder à une exposition de ces objets. Et cette fois-ci, on ne veut pas se limiter à l'exposition physique. Et notre intention est d'atteindre le public le plus large possible. Et pour cela, donc, on a réfléchi à ce que nous appelons aujourd'hui une exposition virtuelle, donc, qui va permettre à la population, depuis sa maison ou à partir de son téléphone, de visionner l'exposition qui va être faite. Et ça, nous pensons que cela va nous permettre d'atteindre beaucoup de personnes, que ce soit au Mali, à l'extérieur du Mali, et pour se rendre compte de l'importance des objets que nous avons reçus. Mais le côté déplorable des objets reçus est que, comme je l'ai dit, ces objets sont issus du pillage. Et un objet qui ne se trouve pas, qu'on n'a pas découvert en contexte archéologique, est un objet qui n'a pratiquement pas d'information. Et en archéologie, on qualifie ces objets d'objets muets. Il est difficile de tirer des informations de ces objets et surtout le contexte de découverte de ces objets. Ces objets étaient sûrs, est-ce qu'ils étaient associés à ces objets, ce que nous appelons le contexte archéologique. Et sans contexte archéologique, vraiment, ce n'est pas facile. Donc ça, c'est le regret que nous, les archéologues, nous avons. Je pense qu'il faut positiver les choses. Et cette découverte-là le retour de ces objets peut nous permettre de sensibiliser, d'informer et d'éduquer les populations sur ce que nous appelons le danger que constitue le trafic illicite des biens culturels et montrer que les objets hors contexte n'ont pas de valeur, que des objets hors contexte, même s'ils sont magnifiques, il manque des informations historiques. Alors que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de réécrire notre histoire. C'est d'écrire notre histoire à partir des sources fiables, à partir des sources matérielles qui sont des sources complémentaires aux sources existantes. Donc, en cela, je crois que cette exposition peut nous permettre de faire beaucoup de choses et surtout de faire comprendre à la population qu'un bien archéologique est bien lorsqu'il est découvert in situ. Et il est merveilleux si cette découverte est faite par les spécialistes. Parce que les spécialistes sont les seuls à pouvoir tirer le maximum d'informations. L'objet en soi est muet. C'est nous, par nos méthodes, qui faisons parler ces objets, qui faisons en sorte que nous pouvons tirer les informations de ces objets. Mais s'il est hors contexte, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Tout à fait. Alors, vous avez dit de positiver et nous retenons qu'il y aura une exposition virtuelle griffée à cette exposition physique, de quoi donner le sens au slogan de Agansi qui est que voilà, l'art africain devient digital. À travers ces actions-là, le patrimoine malien devient digital, ce qui nous fait beaucoup de plaisir. Alors, à présent, nous rentrons dans la deuxième rubrique de cette émission qui est donc l'artiste Agansi du mois. L'artiste Agansi du mois de décembre est M. Dramane Toloba. Ce n'est qu'un petit dogan parce que voilà, Allah est mourou dans, on fait des dogono dans quoi. Vous l'avez compris, c'est mon cousin à plaisanterie. Toloba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans les conversations de l'art. Merci. Ça me fait beaucoup de plaisir de te recevoir. Moi également. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta pratique artistique? Évidemment. Je suis artiste plasticien travaillant dans la récupération de tissus. Donc, je suis dans une démarche écologique, tout d'abord parce que
les cours d'eau, nos cours d'eau sont très pollués actuellement avec les déchets qui sont rejetés et qui ne sont pas recyclés. Alors que ces déchets, on peut les revaloriser, leur donner une seconde vie. Et c'est dans cette optique que je me suis mis dans la récupération. Donc je récupère des bouts de tissus auprès des couturiers, des tissus qui sont déjà usés, portés pendant une longue durée par les femmes, etc. Donc je récupère ces tissus et j'en fais des objets qui entrent dans mes compositions. J'ai fait des tableaux avec, en faisant des collages. Voilà un peu ma démarche. Ah, en tout cas, c'est ingénieux pour un Dogon. Hein. Alors, pourquoi ce choix, le choix de ce matériel? Les choix d'abord parce que c'est accessible, c'est pratiquement gratuit et j'ai une diversité avec cette matière que je n'ai pas forcément avec d'autres matériels. Voilà, donc c'est ça qui m'a poussé à travailler avec. Et surtout, pour un début, c'était plus facile pour moi de faire ça que de me casser la tête à chercher à importer de la peinture de loin, depuis la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Voilà. Et quels sont les thèmes que tu abordes généralement? Très souvent, je travaille sur les femmes et j'associe aux femmes le symbole de la lumière. Donc, je représente par des lampes, des bougies, tout ce qui est source de lumière. Donc, je travaille beaucoup sur la lumière. Et c'est pour ça que mes personnages, généralement, leur tête est représentée soit par une lampe, soit par une ampoule. Par là, je vais expliquer aux gens que chacun doit être une lumière pour soi-même d'abord, pour sa famille, pour son entourage. Et si chacun est une petite lumière à sa manière, mis bout en bout ensemble, ça fera une grande lumière. Parce qu'actuellement, le monde traverse un moment très obscur avec les pandémies, les guerres à répétition et tout. Voilà, donc si chacun met un peu de lumière dans son quotidien, on arrivera à s'en sortir. Wow. Voilà. En plus, tu as un message fort. Je suis Oui. étonnée. Hein? Alors, nous avons des œuvres ici présentées. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte des œuvres ici présentes? Oui. Nous avons exactement trois tableaux ici. Le premier qui est en rouge derrière moi, ça représente une femme qui est couchée sur un canapé. Donc il y a juste en arrière-plan une théière qui est posée sur un petit tabouret. Donc ça veut dire que c'est une femme qui se repose. Elle se repose parce que les femmes dans leur quotidien ici, elles travaillent beaucoup dans la journée. Donc je me dis qu'elles aussi, elles ont droit à un peu de repos, à un peu de temps pour elles. Voilà, sa tête est représentée par une lampe qui fait face à celui qui regarde. Donc ça représente le rôle de cette femme qui est une lumière pour sa famille. Wow. Voilà. Ensuite, on a un deuxième tableau qui représente également une femme. Mais cette fois-ci, sa tête est représentée par, qui est un peu humanoïde parce que c'est issu d'une série sur laquelle j'ai eu à travailler. L'expo était intitulée Humanoïde. Là, je parlais aussi de cette robotisation accélérée de l'humanité parce qu'il y a les machines presque partout. Donc l'homme est petit à petit remplacé par les machines. On a les ordinateurs, les téléphones dans notre quotidien. Tout ce qu'on fait, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, on va se retrouver confronté à une machine. Donc j'ai travaillé sur ce thème. Avant, on pouvait voir des gens qui causent des choses et d'autres. Mais actuellement, dès qu'il y a 2-3 personnes, ils sont venus ensemble, ils se sont mis ensemble juste pour causer, mais vous allez trouver que chacun est sur son téléphone. On ignore complètement son interlocuteur qui est à côté, mais chacun est concentré sur son téléphone. Donc la machine accapare toute l'attention des individus. Et l'autre tableau aussi est issu de la même série. Ça représente un homme, un danseur de balafon avec ses accoutrements. Donc là, je mets en valeur nos traditions, nos musiques, nos mœurs. Voilà, avant, c'était les moyens de divertissement qu'on avait ici.
et qui ont tendance à disparaître au profit de la nouvelle technologie. Actuellement, c'est presque impossible à Bamako ici de voir une scène de joueurs de balafon, des danseurs de balafon ici à Bamako. Hors de Bamako, dans les coins reculés peut-être, on peut en voir encore, mais presque à Bamako ici, c'est quasiment impossible. Voilà, donc je travaille un peu sur ces thèmes. J'essaie de rappeler aux gens, de se remémorer un peu nos patrimoines, ce qu'on avait avant. Je ne dis pas que tout était bon, mais il y a des choses qui font partie de nous. Si on les oublie, c'est nous-mêmes que nous oublions. Donc, c'est intéressant de les rappeler aux gens. Voilà. En tout cas, félicitations pour ta démarche. Merci. Et aussi pour ces messages forts que tu mets dans tes toiles. Et même si j'avoue que c'est étonnant de la part d'un Dogon, mais en tout cas, c'est un travail vraiment à féliciter. Et je vais m'adresser à M. Keita. Les œuvres de Toloba, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous et surtout de rencontrer M. Toloba qui vient de nous exposer sa philosophie et son discours. On voit que d'abord il commence par le recyclage et on voit aujourd'hui que nous avons besoin parce que nous vivons dans une société polluée. Nous sommes tous victimes de cette pollution. Et donc essayer d'entreprendre un travail pour lutter en sa manière contre la pollution, je crois que c'est une bonne chose. Et on voit aussi ce qui est important, c'est qu'il travaille avec ses moyens. Et en voyant ses œuvres, on voit qu'à cœur voyant, rien n'est possible. C'est ce qu'il montre dans ce tableau. Et moi, je suis vraiment très surpris et je suis très content de voir ses œuvres. Et aussi, un des thèmes forts, c'est la seconde moitié de l'homme, qui nous intéresse tous. Parce que partout où il y a un homme, il y a une femme derrière. Donc elles sont nos sœurs, elles sont nos mères, elles sont nos conseillères, elles sont nos épouses. Et donc penser à cette frange de la population, je pense que c'est très bien, surtout une voix en ces belles dames, une source de lumière pour l'humanité, donc une source d'éclairage qui nous oriente dans nos quotidiens. Et vraiment, je pense que ça, c'est des choses qui sont formidables et qui sont à féliciter. Aussi, il a fait cas du respect de nos traditions et sa lutte contre la robotisation de l'homme, parce que nous sommes tous devenus des robots, nous sommes tous devenus des accros à nos ordinateurs, à nos smartphones, et on a cessé de voir en l'homme l'humain que nous y voyons. Et ce qui fait la beauté de nos sociétés, c'était le social. Aujourd'hui, ce social est en train de partir, parce qu'on est plus proche de nos téléphones que de l'homme. Dans un grain, vous voyez que les gens ne causent plus. Tout le monde a son regard fixé sur son téléphone et dans le grain, on ne parle pas. Alors, où est la place du social dans ce monde-là? Je pense que c'est une interpellation et qui nous concerne tous. Et je crois qu'il est temps qu'on essaye de regarder en arrière, voir qu'il n'est pas encore tard, qu'il faut que nous revenions à la vie de la société, à la vie où l'homme était au centre de tout. Il faudra qu'on essaie de mettre un peu plus d'humain dans nos apports, même si les NTIC veulent prendre le dessus sur notre quotidien. Je pense que c'est un message très important et merci à Toloba de nous rappeler cela. Cela va nous amener à la troisième partie de notre émission Vue sur la toile. Aujourd'hui, nous avons repéré pour vous les news de la Biennale de la photographie au Mali. Sur les réseaux sociaux et même sur le site web, les organisateurs de la Biennale de la photo ont laissé paraître la liste officielle des artistes sélectionnés en ligne pour la prochaine Biennale.
Monsieur Keita, est-ce que vous avez des programmes prévus en marge de la Biennale de la photo? Nous savons que le musée est une entité importante dans l'organisation de la rencontre de la photo. Et d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre impression sur la sélection d'abord, ensuite sur les activités prévues par votre institution pour l'activité? Merci beaucoup. Je crois que le musée, c'est l'un des centres les plus importants de la Biennale de la photographie africaine. Parce que notre salle polyvalente est à 100% dédiée à cela. Et de manière générale, la cour du musée est dédiée à cela. Donc, lorsqu'il y a la Biennale de la photographie, je crois que les activités au musée tournent au ralenti parce que l'événement en vaut le coup. Ça devient l'activité principale. Tout à fait, ça devient l'activité phare du Musée national du Mali. Et cela, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça donne plus de visibilité au Musée national du Mali. Et au cours de la Biennale, on voit qu'il y a de l'affluence aussi au musée. Et la population de différents horizons viennent visiter le musée et voir cette exposition. Je pense que ça, c'est quelque chose de très bien pour nous. Et la collaboration avec la Biennale de la photographie, je crois que nous la voulons, nous la souhaitons et nous pensons que ça va durer le plus longtemps possible. Quant aux activités prévues par le musée au cours de cette biennale, pour le moment, on n'a pas trop d'activités parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'activités qui gravitent autour de la biennale. Et le musée, c'est le centre. En général, on a vu lors de la biennale passée, il y a eu beaucoup d'activités qui se sont passées et donc qui sont tenues au musée. Donc nous continuons notre travail de tous les jours, à savoir la collecte, la diffusion et la conservation du patrimoine culturel. Mais bon, nous sommes en négociation avec certains partenaires, je ne peux pas le dire parce que les négociations continuent pour faire des activités au profit des jeunes, des jeunes talents que nous avons ici. Donc si cette activité se tiendra, donc ce sera une activité menée en partenariat avec nos partenaires au profit des jeunes créateurs, des jeunes curateurs, pour voir comment est-ce qu'ils s'insèrent dans ce milieu. Parce que je crois que la Biennale de la photographie est le cadre idéal pour cette expérience. Donc les négociations continuent et on verra ce que ça va donner. Inch'Allah. Alors, Toloba, la Biennale de la photo, oui, mais on voit également des activités, notamment en offre, qui peuvent concerner d'autres disciplines de l'art. Est-ce qu'il y a un programme, tu as un programme en vue en marge de la Biennale pour l'année 2022? Pour l'année 2022, je n'ai pas de programme en solo, mais comme je suis dans un collectif, généralement on participe au off. Avec le groupe, on est en discussion pour voir s'il est possible d'organiser une exposition collective en off pendant le biennale. Mais parallèlement à ça, on a l'habitude de travailler pendant l'événement parce que depuis quelques années, on participe activement à l'accrochage des photos au musée et dans les différents centres avec les autres membres du collectif. Donc ça nous a beaucoup appris déjà sur la scénographie et sur comment prendre soin des photos, des œuvres pendant les accrochages et les modalités de fixation des toiles pour que ça soit déjà en sécurité et que visuellement ça soit agréable à regarder. Donc on n'y manquera pas d'aller à l'événement, vu que ça nous a toujours apporté quelque chose. Voilà. Du coup, on va dire vivement 2022. Inch'Allah. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Je vais adresser la parole à mes invités pour leur mot de la fin avant de clôturer. Toloba, je commence par toi. Déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis très heureux d'être sur le même plateau que monsieur le directeur du Musée national du Mali.
Voilà, c'est un plaisir. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est pour dire que je suis d'abord content d'apprendre que le musée pense aux jeunes, que le musée, ce n'est pas juste un endroit pour les choses du passé qui sont là-bas pour qu'on n'oublie pas, mais qu'on pense aussi à l'avenir et au présent. Donc, c'est un plaisir. Et je serais content d'une future collaboration avec le musée, avec les autres jeunes artistes. Ça va apporter encore un plus, vu que dans les autres pays, l'art bouge, mais je pense qu'ici au Mali, il y a plein de talents. Et la politique du musée de donner de l'espace à ces jeunes, pour les jeunes Maliens, les jeunes artistes pour s'exprimer, montrer leur talent, ça ne peut être qu'un plus pour nous. Et j'en suis très heureux. Merci. Et voilà, sans oublier de remercier Agansi qui a eu l'initiative de donner l'occasion aux jeunes et aux aînés d'échanger sur le même plateau. Et donc ça permet aux jeunes d'apprendre des aînés. Donc c'est vraiment très important. Un grand merci à Agansi. Merci également à toi pour ta disponibilité. Oui. Monsieur Keïta, avez-vous un mot de la fin? Je me joins à M. Toloba pour avoir remercié Agansi qui a eu cette idée géniale d'organiser ce débat. Et ce débat, à mon avis, qui vaut la peine d'être mené. J'espère qu'il va continuer le plus longtemps possible, parce que c'est une tribune dédiée aux artistes. Et je crois qu'il y avait ce vide, que vous essayez de combler cela, je pense que ça c'est une bonne chose. Aussi, de faire en sorte que vous essayez de rapprocher les partenaires et aussi ceux qui vous suivent des artistes, de leur œuvre, nous, institutions muséales du public, je pense qu'à travers les médias, je pense que ça c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons à l'heure du virtuel, et passer par cela pour essayer de diffuser largement la culture malienne, je pense que ça c'est quelque chose de très bien et de très appréciable. Et aussi, je voulais dire à mon frère Toloba que nous sommes un espace ouvert pour tout le monde et il n'y a pas d'exclusion. Donc, vous êtes et vous serez les bienvenus pour discuter de futures collaborations, pourquoi pas une exposition. Et je pense que ça a été dit au début, Agansi qui s'occupe d'expo virtuelles peut aussi se joindre à nous pour diffuser largement le patrimoine culturel malien. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de visibilité, on a besoin d'être connu, on a besoin d'être visité, et je crois que toutes les manières sont bonnes pour nous rapprocher de notre public. Moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour partager ma petite expérience et aussi discuter avec vous des thèmes concernant le patrimoine, concernant la culture, aussi dire aux gens que le musée est ouvert et le musée restera ouvert au public malien. C'est leur musée. Nous les invitons à venir. Nous les invitons à venir au musée, prendre possession de leur musée. C'est leur musée. Et nous sommes là, disponibles pour les montrer tous les coins et les recoins du musée national du Mali. Parce qu'il en va de notre survie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Keïta. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Musée national du Mali, et à Monsieur Draman Toloba, qui est artiste peintre, membre du programme des artistes de Agansi, qui est également l'artiste à Agansi du mois. J'ai eu un grand plaisir à vous recevoir et à converser avec vous aujourd'hui. Je remercie également tous ceux qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube et également nos réseaux sociaux. Restez connectés sur Agansi et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro des Conversations de l'art. Agansi.com. L'art africain devient digital.